Liban, pas d'accord officiel côté palestinien et libanais au projet américain d'évacuation. Réunion ce matin du gouvernement israélien. Le président Mitterrand en Hongrie, une édition spéciale à la fin de ce journal. Dominique Venturi interpellé à Marseille, l'homme d'affaires serait au centre du scandale des fausses factures. L'étape du Tour de France annulée aujourd'hui en raison d'une manifestation de sidérurgistes. Madame, monsieur, bonsoir. Une salade. Ce titre d'un quotidien libanais aujourd'hui a beau être un peu trivial, il dit bien la confusion complète qui noie ce soir encore la situation à Beyrouth-Ouest et plus précisément l'éventuel accord sur l'évacuation des Palestiniens. De la valse des déclarations, des semi-démentis et des nuances en tous sens, retenons deux choses. Il n'y a toujours pas de demande officielle libanaise sur l'envoi de troupes américaines alors que le président Reagan hier soir a fait d'une telle demande la condition d'une présence américaine au Liban. De son côté, Yasser Arafat, dans une interview à un journal américain, a refusé toute intercession américaine. Le chef du département politique de l'OLP, Farouk Kaddoumi, reçu ce matin par le ministre français des Relations extérieures, a confirmé qu'il n'y avait pas encore d'accord de l'OLP sur la formule de l'évacuation de Beyrouth. Monsieur Chesson parle même d'une intoxication de la presse à propos de cet accord. Le numéro 2 du département d'État à Washington a par ailleurs convoqué l'ambassadeur israélien, vraisemblablement pour protester contre la fuite au sujet de l'accord que l'émissaire américain Habib est en train de négocier, fuite qui a pour origine Jérusalem. Il n'est pas étonnant donc qu'aujourd'hui encore ce soit à Jérusalem que l'on parle avec le plus de précision de l'accord ou plutôt du projet américain. Monsieur Begin continue de se dire très optimiste. Le cabinet israélien s'est réuni ce matin. De Jérusalem, Charles Anderlin. Le cabinet Begin a décidé d'accorder un nouveau délai à la diplomatie américaine. Philippe Rabib, l'émissaire de M. Reagan, pourra donc poursuivre les pourparlers à Beyrouth. Mais le gouvernement israélien a réaffirmé qu'il refusait toute présence militaire ou politique de l'OLP au Liban. Les Américains avaient demandé le maintien d'un bureau d'information palestinien dans la capitale libanaise. Il faudra donc trouver une solution. L'OLP pourrait être accueillie par une ambassade arabe à Beyrouth qui abriterait cette mini-antenne politique qu'exige Yasser Arafat. Mais dit-on à Jérusalem, Israël ne signera aucun accord entérinant une présence de l'OLP au Liban, quelle qu'elle soit. David Kimri, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, est allé expliquer tout cela à M. Habib à Beyrouth. Cela dit, côté israélien, on est relativement optimiste. Bien sûr, l'accord semble toujours très éloigné, sinon impossible, mais en dépit de toutes les déclarations de l'OLP, d'après ce que l'on sait ici, les pourparlers continuent en coulisses, ce qui en soi permet d'espérer. En tout cas, l'assaut final contre le réduit palestinien n'aura pas lieu dans les jours qui viennent. Les milieux politiques israéliens affichent leur déception. Certains journaux parlent même de dégoût devant l'attitude du gouvernement français qui cherche à sauver politiquement l'OLP. Il est vrai que Paris témoigne officiellement depuis hier du plus grand scepticisme quant à l'issue d'un accord qui, sous certaines conditions, impliquerait une participation militaire française. Ce qui est sûr, c'est que 3 navires américains affectés au transport des troupes ont quitté leur base italienne et sont en route pour le Liban. L'inconnu reste, encore une fois, l'attitude de l'OLP, que l'on a trop tendance, vu d'ici, à concevoir comme un mouvement uni derrière un chef capable de trancher et d'imposer ses décisions. C'est ce qu'explique Daniel Catlin, qui est à Beyrouth depuis le début du conflit. L'eau et l'électricité viennent d'être rétablies à Beyrouth-Ouest. Après 3 jours de coupure, les Israéliens n'occupent plus les stations de distribution. Mais le blocus continue. Les 3 entrées de la ville sont toujours fermées aux produits alimentaires. Aujourd'hui, le passage du musée a été partiellement réouvert, mais les militaires sont les seuls autorisés à passer. Les contrôles israéliens enrayent fortement le déroulement des discussions qui ont lieu en ce moment à Beyrouth. Le Premier ministre libanais Shafiq Wazan, qui est en contact avec les Palestiniens, refuse en effet de se soumettre au contrôle des troupes de Tel Aviv qu'il doit obligatoirement subir s'il veut se rendre au palais présidentiel pour y rencontrer Philippe Habib. Les bombardements que la capitale a encore subis la nuit dernière perturbent également les négociations. Il semble cependant acquis, malgré le démenti officiel de l'OLP,
que les Palestiniens envisagent les modalités de leur départ de Beyrouth-Ouest. Oui, quelles que soient les vicissitudes du blocus qui a donc été resserré aujourd'hui à Beyrouth, la vie continue à Beyrouth-Ouest étrangement normale. Car là aussi on imagine mal d'ici à quel point les Beyrouthins sont habitués à la guerre depuis 7 ans et appliquent leur génie à survivre. Un reportage de Philippe Rochaud et Roland Tourte. Beyrouth-Ouest, à l'heure de l'encerclement de l'armée israélienne, c'est encore 200 000 Libanais, musulmans pour la plupart, bloqués dans la ville, comme ici dans ce quartier populaire de Basta. Des chiites, des Kurdes, des Libanais du sud, un niveau de vie peu élevé, c'est le Liban côté pile, celui des petits métiers, des ouvriers, des chômeurs, des gens qui n'ont pas les moyens de se réfugier à l'est, chez les chrétiens. Jusque-là, le quartier de Basta a supporté le siège israélien. On y trouvait encore à manger, mais des denrées comme les poulets ou les œufs de la plaine de la Beka ont fait 200 km par le nord pour arriver jusque-là, contournant à la fois les lignes syriennes, israéliennes et palestiniennes. Comble d'ironie, une partie des fruits qui alimentaient la zone de Beyrouth-Ouest, tenue par les Palestiniens, était venue d'Israël avant le blocus. Les fruits de la Beka, comment est-ce qu'ils peuvent venir ici? Les fruits maintenant, ce sont tous chez les Israéliens. Tout. Je vous assure que ce sont tous les Israéliens. Tous les fruits ici. Et ici, quelles sont vos relations avec les Palestiniens qui sont ici? Oui. Des relations? Ça va. Un peu. Oui. Réponse peu convaincante, mais si le quartier de Basta a peur, c'est qu'en plus du blocus, il est sous contrôle palestinien, donc soumis au bombardement israélien. Ne filmez pas, nous dit cette femme, sinon les Israéliens vont nous bombarder. J'ai des enfants, je n'ai qu'une petite maison, pas beaucoup d'argent, et je ne sais pas où elle est. À 500 mètres de là, toujours dans la zone tenue par les Palestiniens, c'est Zouk el-Blat, quartier résidentiel. Beyrouth côté Fas, mais qui vit lui aussi dans la crainte des bombardements israéliens à cause de la présence palestinienne. Pourtant, cette femme a décidé de rester. L'attachement à un quartier où elle vit depuis 20 ans, mais aussi la crainte de voir les milices palestiniennes occuper son appartement. Ils ont essayé partout. Quant à moi, on me connaît déjà depuis 7 ans. Comment dire, on me respecte et cela se passe bien. Ils viennent me demander si j'ai besoin de quelque chose. Je dis non, alors on me laisse tranquille et j'ai pas de problème. Enfin, tous les quartiers de Beyrouth-Ouest ont été bombardés tout de même. C'est dangereux pour votre sécurité ici. Mon quartier a été plus ou moins épargné. Quant à l'avenir, je ne sais pas. Et vos enfants, par exemple, qu'est-ce que vous en avez fait? J'en ai un en France, les deux à Ashrafieh ou bien à la montagne. Et il y a le troisième qui est avec moi, qui me tient compagnie, on est ensemble, c'est tout. En France, on dit un peu que les gens, les Libanais qui habitent Beyrouth-Ouest sont un peu les otages des Palestiniens. Est-ce que vous avez l'impression de ça? Oui, plus ou moins, certainement. Ça, c'est la loi de la guerre, c'est la loi de l'autodéfense, je suis d'accord pour ça. Pour les familles libanaises des quartiers ouest de Beyrouth, pauvres ou aisés, le danger viendra d'ici, du sud de Beyrouth, où campe l'armée israélienne. 200 000 Libanais comme eux vivent encore ici. Les Palestiniens le savent, les Israéliens aussi, mais c'est peut-être ce qui évitera le bain de sang et la prise de Beyrouth-Ouest par les Israéliens. Une drôle de guerre en vérité dont les plaies se superposent en 7 ans de déchirements sanglants, à tel point que la vie arrive à les masquer. C'est la première visite officielle du président Mitterrand à l'est du rideau de fer. C'est aussi la première visite d'un chef d'État français en Hongrie. Le chef de l'État est arrivé en fin d'après-midi à Budapest, accompagné d'une délégation importante, puisqu'elle compte les ministres des Relations extérieures, de la Recherche et de l'Industrie, du Commerce extérieur et de la Culture. La capitale hongroise, pavoisée aux couleurs françaises, leur a réservé un accueil chaleureux. Pour comprendre ce pays qui se veut à part dans la famille des États communistes, une édition spéciale à la fin de ce journal.
La politique française continue de tourner essentiellement autour du statut de Paris. Après l'invitation répétée hier par le ministre de l'Intérieur pour une large concertation sur la question, on attendait ce soir les précisions et les explications du Premier ministre devant ce que l'opposition décrit comme une reculade. Monsieur Mauroy était ce soir l'invité de l'émission de France Inter Face au public. Écoutons-le. Paris restera une commune. Elle est une commune, elle restera une commune. Mais il ne peut pas être question, si M. Tesson l'a compris comme ça et si quelques autres, que le gouvernement aurait le projet insensé de mettre en place 20 communes qui se tournent le dos. Il est parfaitement clair que Paris est un ensemble, que Paris est une commune, que nous devons appliquer par conséquent notre loi de décentralisation et nos principes de décentralisation en tenant compte de cet ensemble, en tenant compte de cette réalité. Et j'ajoute, pas question de M. Chirac ou de tout autre, les Parisiens choisiront leur maire. Là n'est pas le problème. Qu'ils désirent M. Chirac ou qu'ils désirent tout autre, c'est leur affaire. Mais la décentralisation qui est appliquée dans toute la France, effectivement, il faut l'appliquer à Paris. Voilà la question. Pas question de réagir à chaud, dit-on à la mairie de Paris. Jacques Chirac ne veut donc pas répondre ce soir au Premier ministre. En fait, Noël Coppin, y a-t-il des éléments nouveaux par rapport à ce que M. Defer écrivait dans Le Monde hier soir? Il y a des confirmations, des précisions, et j'ai l'impression que Pierre Mauroy va plus loin et que l'on s'écarte encore davantage de ce que l'on avait cru comprendre la semaine dernière à la suite du Conseil des ministres. Une première chose, une question de procédure. Le débat sur Paris au Parlement sera séparé de l'ensemble du débat sur les municipales. Deuxièmement, vous l'avez entendu, Paris sera une commune, ce qui veut dire que le maire de Paris aura les mêmes compétences que le maire d'une commune de plein exercice et qu'il aura en plus les compétences d'un président de conseil général puisque Paris est aussi un département. Mais il y aura quand même une vingtaine de maires qui seront des maires élus dans les arrondissements. Les conseils d'arrondissement toutefois n'ayant pas le statut de commune. Concrètement, cela veut dire que le Parisien lors des élections municipales va voter deux fois. Une première fois, il votera pour un conseil d'arrondissement qui donc ne sera pas une commune et une deuxième fois, il votera pour le conseil de Paris qui va élire directement le maire de Paris. Et cela est politiquement important car beaucoup avaient pensé que le projet du gouvernement visait, si vous voulez, à nuire à l'autorité politique, peut-être même à la légitimité du maire de Paris qui aurait été élu par un système assez compliqué à plusieurs degrés. Alors à partir de là, je crois que maintenant la négociation devrait être possible, la concertation, mais peut-être aurait-il mieux valu commencer par là. Un sondage de plus en tout cas pour alimenter la polémique, un sondage que publie Paris Match. 51% des Parisiens sont opposés à l'éclatement de la capitale et 58% souhaitent que Jacques Chirac reste maire de Paris. Conseil des ministres, ce matin, le ministre de l'Emploi, Jean Le Garec, a présenté les mesures qui seront appliquées à la rentrée avant la fin de la période de blocage des prix et des salaires dans le cadre d'un plan d'ensemble de lutte contre le chômage. L'essentiel de ces mesures, Martine Gilson. Ce plan d'ensemble mis en place dès la rentrée suivra 4 grands axes. D'abord, l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. Il n'y aura plus d'aide automatique de l'État aux entreprises qui s'engageront à former des jeunes. L'État se réservera de donner des aides selon la qualité de la formation proposée. Ensuite, les chômeurs de longue durée. Ils auront la priorité. Ils bénéficieront chacun d'un entretien particulier. Troisième axe, les contrats de solidarité. On va les développer intensément. Objectif, libérer 100 000 emplois d'ici la fin de l'année, 115 000 en 1983. 50 000 emplois ont été libérés à ce jour grâce à ces contrats. Enfin, l'Agence nationale pour l'emploi, ses moyens seront renforcés de même que les moyens de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Autre décision du Conseil des ministres concernant la décentralisation dans les départements d'outre-mer. Ils seront désormais dotés d'une assemblée unique élue au scrutin proportionnel. Le ministre de la Communication, Georges Filiot, a été chargé par le gouvernement de préparer pour septembre un rapport sur la 4e chaîne de télévision dont le principe a été décidé. À l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'audiovisuel a été adopté en seconde lecture. Le groupe communiste s'est une nouvelle fois abstenu.
À l'Assemblée nationale, le nouveau ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Pierre Bérégovoy, a présenté aux députés le projet de loi de réforme de la gestion des caisses de sécurité sociale. Répondant aux critiques du patronat, le ministre a affirmé que le projet ne visait pas à exclure ou à privilégier telle ou telle catégorie sociale dans la gestion des caisses. Il a insisté sur la nécessité d'une gestion équilibrée pour préserver ou développer les acquis sociaux. Le chiffre du jour bat un nouveau record. Le cours du dollar a frisé aujourd'hui les 7 francs, 6 francs 96,95 exactement. La devise américaine est en hausse sur toutes les places financières. Le franc français a légèrement baissé. Sur le front social, la grève des hôtesses et stewards déclenchée en début de semaine et interrompue sur Air Inter affectera à partir de demain les vols de la compagnie Air France et UTA est touché à son tour depuis ce matin. Le syndicat national du personnel navigant commercial réclame une plus juste application de la réduction du temps de travail. La grève sur UTA durera jusqu'à vendredi soir. Celle d'Air France commence demain jusqu'à samedi soir. Si vous devez emprunter ces compagnies, renseignez-vous, mais la plupart des vols devraient être maintenus. Le Tour de France, victime de la crise de la sidérurgie. Pour la première fois dans sa longue histoire, une étape du Tour a dû être annulée. La course contre la montre par équipe Orchy-Fontaine-au-Pire a été interrompue à Denain. Les ouvriers d'Usinor étaient sur la chaussée. Lionel Chamoulot. Il est un petit peu plus de 13 heures sur la route du Tour lorsque l'équipe La Redoute, avec à sa tête Vallée et son maillot à pois rouge de meilleur grimpeur, apprennent la nouvelle. La route est bloquée et la 5e étape Orchy-Fontaine-au-Pire est annulée. Les manifestations, l'étape est annulée. On me l'avait dit avant le départ. Les manifestations. Car à 30 km du départ, la caravane publicitaire est stoppée à Denain. La première équipe en course, la formation belge Splendor, est également bloquée par les ouvriers d'Usinor. Les travailleurs d'Usinor Denain qui habituellement demandent 1 heure, 1 heure et demie de temps libre à leur patron pour venir applaudir les coureurs du Tour, ont été hier littéralement catastrophés par l'annonce qui a été faite au niveau de la direction générale d'Usinor par le président, directeur général, Lévy, de l'annonce de l'arrêt total du train à bande d'Usinor Denain, ce qui concerne encore 1300 travailleurs. Et je rappelle quand même qu'en 1970, Usinor Denain comptait 10 200 travailleurs. Imaginez-vous l'impact au niveau de l'emploi dans le canton de Denain. Le village de Fontaine-au-Pire, l'arrivée de cette étape, qui a préparé la venue du Tour depuis le mois de février, ne verra pas un seul coureur. Ce petit bourg du Nord entre tout de même dans la légende. Pour la première fois de son histoire, une étape du Tour de France est annulée. Et lorsque, je le répète, avec Jacques Godet, nous sommes arrivés sur le terrain, pour nous, il n'y avait qu'un moyen de sortir de cette situation, c'était d'annuler la compétition du jour et de penser à reporter une course contre la montre par équipe un peu plus loin dans le cadre du Tour de France 82. L'étape d'aujourd'hui sera courue le dimanche 11 juillet. Ce jour-là était prévue la 8e étape en ligne Concarneau-Châteaulin. Cette étape sera courue en 2 parties, Concarneau-Douarnenez contre la montre par équipe. Et 2 heures plus tard, le peloton quittera Douarnenez pour Châteaulin. Autre manifestation à Paris, à l'appel du comité intersyndical du livre parisien, près de 2000 personnes ont défilé pour protester contre les conditions de la vente de France Soir par Robert Hersant. L'affaire n'a pas fini de remuer Marseille et aujourd'hui, le juge d'instruction l'a fait rebondir avec éclat. Dominique Venturi, homme d'affaires marseillais et non des moindres, a été interpellé aujourd'hui. Son fils est déjà inculpé dans l'affaire des fausses factures aux dépens de la municipalité. Un drame incroyable dans une maternité de Champigny, dans le Val-de-Marne. La femme du boxeur Max Cohen meurt avec le bébé qu'elle venait de mettre au monde en tombant de la table d'accouchement. L'enquête est en cours. C'est un véritable assassinat, a déclaré Max Cohen. Un mot de sport, l'équipe de France de football se prépare à affronter dans 24 heures exactement l'équipe d'Allemagne en demi-finale du mondial. Le Premier ministre lui a envoyé ses vœux par télégramme. Michel Hidalgo n'a pas encore communiqué la composition de l'équipe. Il attend d'être fixé sur l'entorse de Rocheteau. Côté allemand, Rummenigge, le capitaine, ne jouera pas demain. Une nouvelle intéressante pour les Français. Je vous rappelle que cette demi-finale sera retransmise en direct sur Antenne 2 demain soir.
Et maintenant, je vous propose de retrouver à Budapest l'équipe d'Antenne 2 qui, à l'occasion du voyage officiel en Hongrie du président Mitterrand, se propose de mieux vous faire comprendre ce pays socialiste auquel le tempérament hongrois a imprimé de subtiles variantes depuis les événements de 57. Nous retrouvons à Budapest Patrick Poivre d'Arvor. Essayons donc de partir à la rencontre de ce pays que François Mitterrand découvre à l'instant en même temps que vous. Alors je crois que pour bien le comprendre, il faut essayer de décliner par tous les moyens le substantif être libre en pays de l'Est. Liberté des mœurs, liberté de l'esprit, liberté économique. Et vous allez voir qu'à bien des égards, ce pays est en pointe parmi ses voisins. Liberté économique tout d'abord. Là, il y a une série de clichés. Le choc de la publicité omniprésente, l'absence de queue dans les rues, dans les magasins, le double marché, magasin public, shop privé, taxi public, taxi privé. Et puis depuis 6 mois, la possibilité pour chacun de fonder une entreprise privée. Ils sont déjà, depuis le 1er janvier, près de 7000 à avoir franchi le pas. Exemple, celui de l'initiative de 2 jeunes Hongrois qui fabriquent des équipements pour la cardiologie et des reins artificiels. Sous les yeux de cette jeune femme, 14 cœurs battent en permanence. Sur cet écran vidéo, chaque courbe correspond au battement cardiaque d'un malade relié électroniquement à un terminal. Cet appareillage, installé dans les principaux hôpitaux de Budapest, est commun à tous les grands services de cardiologie de par le monde, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il est hongrois. Et voici ceux qui le fabriquent. Ferenc et Laszlo, 27 et 35 ans, les fondateurs de la société Rolitron, la première firme privée d'électronique médicale en Hongrie. Ils travaillent à leur compte, la loi hongroise le leur permet et même les y encourage. Chaque fois qu'un appareillage de surveillance cardiaque sort de leurs ateliers, la Hongrie économise quelques milliers de dollars, car jusqu'à présent, les seuls équipements de ce type disponibles sur le marché étaient fabriqués dans les pays occidentaux. En dehors de cet appareil, ils ont mis au point un rein artificiel. Leur savoir-faire intéresse déjà des sociétés allemandes, bref, ils ont le vent en poupe. Le secret de leur réussite, c'est le secteur privé, ils le disent carrément. Leur personnel, 20 personnes, est intéressé à la marche de l'entreprise. À l'inverse de ce qui se produit dans le secteur d'État, chacun se sent responsable de son travail. Il faut dire que les salaires sont aussi plus alléchants, près de 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Le rendement s'en ressent, mais cela n'a rien à voir, disent-ils, avec le capitalisme. Il ne s'agit pas d'économie capitaliste ou socialiste, c'est la vie économique et elle a ses propres lois. Il était temps que les dirigeants du pays fassent la différence entre l'idéologie et l'économie. Nous nous occupons d'économie. Et d'autre part, dans la structure économique du pays, il manque de petites et moyennes entreprises. Des PME qui soient prêtes à s'adapter de façon dynamique. Alors si plus tard, ces petites et moyennes entreprises sont formées, on aura peut-être plus besoin à ce moment-là du secteur privé. Mais l'important n'est pas secteur privé, secteur d'État, c'est que ceux qui travaillent doivent être intéressés par ce qu'ils font. Peu importe entre les mains de qui se trouvent les moyens de production. L'important, c'est que ceux qui travaillent doivent être intéressés, et aujourd'hui, c'est dans le secteur privé qu'ils le sont. Oui, ce pays a toujours été très inventif, technologiquement parlant. C'est ici qu'a été créé le premier métro d'Europe, et oui, avant Paris et Londres. C'est ici également qu'a été créé le premier standard téléphonique. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Allô vient du hongrois, Allô, j'écoute, et tout le monde a suivi. Donc un certain libéralisme économique, mais aussi un libéralisme de l'esprit. Les dissidents y sont relativement moins nombreux qu'ailleurs et quasi tolérés. Écoutez la façon dont le plus grand écrivain hongrois vivant, qui s'appelle Gyula Jesch, parle à Georges Bortoli des événements de 56, de la révolte de 1956, toujours qualifiés officiellement pourtant ici de contre-révolution. Je n'ai jamais écrit ni prononcé ce mot contre-révolution. On appelle d'ordinaire, n'est-ce pas, les événements tragiques de 1956. C'était une révolte. Parce que ce n'était pas une révolution, ça voulait dire que l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de Rákosi et Staline, était la révolution. Pas du tout, n'est-ce pas?
Alors, c'était une révolte légitime et bien compréhensible, d'après, naturellement, parce qu'il n'y avait pas assez de force pour organiser ce mouvement révolutionnaire, d'après le gouvernement d'aujourd'hui, gouvernement hongrois, on explique qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, faire arrêter ce mouvement révolutionnaire. Mais je peux vous dire, franchement, vraiment, que moi-même, j'y étais présent, n'est-ce pas? Je me suis promené dans la ville, même j'ai promené ma petite fille de 4 ans pour lui faire voir ce que c'est une révolution. Non, c'était une fête pourtant, n'est-ce pas, populaire, n'est-ce pas? Les vitrines étaient brisées vraiment, mais les bijoux, les aliments étaient partout, n'est-ce pas? Et le peuple se comportait d'une façon admirable. Donc vous avez l'impression que depuis cette époque des années 50, dont vous parliez de l'époque du stalinisme, le sort des intellectuels et du peuple hongrois en général s'est beaucoup amélioré, notamment sur le plan des libertés. Beaucoup, beaucoup. Et c'est pour cela que je me retiens même dans mes expressions. Je respecte beaucoup ceux qui ont fait cette politique très difficile, qu'il y a un moyen d'expression, un moyen de liberté de l'expression. Vous voyez nos magasins également, il y a un bien-être en comparaison avec les États environnants, et c'est ce que je souhaite, et même j'y collabore, s'il faut le dire, n'est-ce pas? Dans le temps, le grand mot du socialisme décide en avant. Aujourd'hui, je me suis en arrière pour garder ce que nous avons soutenu jusqu'ici. Une caution donc qui a du poids. Et c'est vrai qu'il y a ici une manière de bonheur qui flotte dans l'air. On le voit bien à la terrasse des cafés ici, ce qui est très très rare. Dans le pays socialiste, il n'y en a pratiquement jamais. Il n'y a pas de marché noir non plus, ce qui tranche heureusement par rapport à d'autres pays de ce type. Une manière de bonheur, mais je dirais très, très discret. On n'aime pas beaucoup en parler, on n'aime pas que ça se sache, notamment à Moscou. Il y a cette très belle phrase qu'a rapportée notre confrère de La Croix l'autre jour. Un Hongrois lui disait « Ne dites surtout pas à Brejnev que nous sommes heureux, il nous croit communistes ». Et vous allez voir que tout cela, liberté, censure, autocensure, se vit dans la nuance. Un reportage de Bruno Albin et de Patrick Derrien, tourné dans un festival de théâtre à 150 km au nord de Budapest. Une grande cité industrielle. On y travaille, on tente d'y vivre et on y fait accessoirement du théâtre tous les 2 ans à l'occasion du Festival hongrois du théâtre amateur. Festival en vase clos. On est à plus de 100 km de Budapest, au milieu d'un maigre public, et pourtant, ce festival est une institution. Il y a une dizaine d'années, ces comédiens étaient en quelque sorte les porte-paroles de la contestation. Les pièces que l'on jouait ici portaient un message, le discours politique s'exprimait en scène. Aujourd'hui, c'est différent. Avec les libertés qui grignotent leur place en Hongrie, la contestation théâtrale est devenue plus tiède. Mais sur les planches de ce festival, on continue de jouer le jeu d'une aventure culturelle qui se développe au milieu d'une censure qui ne dit pas son nom. Je travaille selon les intérêts de ceux qui verront notre spectacle. C'est-à-dire, je fais mon travail pour un public. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une liberté de créer en Hongrie? Est-ce qu'on peut écrire et jouer ce que l'on veut? C'est ça le problème. Oui. En s'auto-censurant. Je ne connais pas cette chose. Si je fais quelque chose, je travaille. Je travaille dans les institutions, dans les cadres que j'ai. C'est tout. Et pourtant, dans ce cadre limité, ça bouge. On joue ici la pièce d'un auteur hongrois, pièce longtemps interdite, représentée pour la première fois à Budapest il y a 2 ans. Un raccourci théâtral de la société hongroise en état de choc depuis des décennies, où les affrontements de la révolte font place, peu à peu, à un apaisement fait de raison et de renoncement. Où l'on voit un prêtre bénir les bourreaux et les victimes de la tragédie hongroise, censurant en quelque sorte ses propres sentiments, comme les intellectuels qui pratiquent l'autocensure.
Moi, je dirais plutôt que c'est le sens d'adaptation des gens. On a la contrainte de l'adaptation. Là où nous voulons vivre, nous devons respecter les règles du jeu déjà établies. Ces règles du jeu ne sont malheureusement pas toujours fixées, donc tout dépend de ceux qui s'en servent, de ceux qui sont dans l'arène. Mais tout se joue au niveau quotidien, et la volonté centrale n'intervient directement que très très rarement. Dans la majorité des cas, ce n'est même pas nécessaire. Après chaque spectacle, le débat s'engage. Au nom d'un certain réalisme, on est convenu d'admettre que toute vérité n'est pas bonne à dire tout de suite. Tel est l'itinéraire, un peu étrange, de ceux qui en Hongrie refusent la dissidence en jouant à cache-cache avec eux-mêmes. Eh bien, circulation des idées d'une certaine manière, en tout cas de façon très concrète, ici, sur ce bateau qui plusieurs fois par jour fait la navette est-ouest sans rideau de fer entre Vienne et Budapest. Et tout cela a donné des fourmis dans les jambes des Hongrois qui voyagent beaucoup à l'étranger. Ils sont très très nombreux à sortir de la frontière et pas seulement les artistes, les intellectuels qui, nous l'avons vu avec Bernard Longo à 12h45, sont très créatifs, très vivaces. Résultat de tous ces voyages, eh bien, pratiquement pas d'exil à l'étranger, en tout cas peu de fuites comparables à celles des supporters polonais pendant le mondial. Un reportage de Bruno Albin. Plus d'1 million de voitures particulières, une voiture pour 10 habitants, déjà des bouchons sur les routes du dimanche aux portes de Budapest. Et chaque été, des milliers de familles aux postes frontières. 10 millions d'habitants, 5 millions de touristes internationaux, dont près de 500 000 à destination des pays occidentaux. Dans cette agence de la capitale, une carte d'Europe devant laquelle les vacanciers en puissance viennent rêver leur voyage. Des milliers de doigts y ont marqué les étapes favorites des Hongrois. Il y a Vienne, bien sûr, et l'Autriche, où vivent tant de Hongrois, et puis Munich, Francfort et Paris. Il s'agit d'un tourisme essentiellement européen. Peu de Hongrois se rendent au Japon. Cette année, les voyages les plus recherchés sont les circuits en autocar sur la Côte d'Azur ou bien sur la Costa Brava. On passe quelque temps au bord de la mer et on revient ou en car ou en avion. L'an dernier, 3 fois plus de touristes hongrois en Occident qu'en 1970. Les conditions imposées aux candidats au voyage se sont assouplies. Depuis le 1er juillet, par exemple, les Hongrois qui partent en Occident par chemin de fer ne sont plus tenus de payer leurs billets en devises étrangères. Et en 1984, chaque citoyen disposera d'un passeport privé. Ce sera la fin du passeport rouge et du passeport bleu, le premier permanent ne donnant accès qu'aux pays socialistes, le second étant délivré au coup par coup pour les voyages vers les pays occidentaux. Mais pratiquement se rendre à l'ouest est déjà relativement facile. Ce n'est plus limité à un voyage tous les 3 ans. Je peux partir une fois par an ou dans le cadre d'un voyage organisé ou individuellement si je suis invité. Tout le processus administratif se déroule d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus cool. Une fois qu'on a rempli tous les papiers, on peut partir en peu de temps. C'est vrai, mais à condition d'avoir satisfait à une dernière obligation, celle des formalités administratives du pays dans lequel on souhaite se rendre. Et les Hongrois qui battent la semelle sur des trottoirs peu accueillants en remplissant les formulaires des ambassades se demandent avec philosophie et humour s'il ne leur sera pas bientôt plus long d'obtenir le droit d'entrer à l'étranger que celui de sortir de chez eux. Un mot maintenant pour retrouver l'été et malheureusement ces incendies. Barcelone est pratiquement encerclée par le feu. Il semble bien que les incendies qui font rage depuis hier sont d'origine criminelle. Toute la province est en état d'alerte. Quelques incendies moins graves heureusement en France. Il fait vraiment très chaud et demain ce sera la plus belle journée d'été depuis 1931, me dit Alain Gillot-Pétré. Quelques orages possibles cependant sur le sud-ouest et des températures qui peuvent monter jusqu'à 42 degrés. À 23h15, Jean-Louis Le Seine pour un dernier journal. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2.